du coup, Nico, ce que je te propose, c'est de te donner la parole parce qu'une fois n'est pas coutume, tu vas nous faire voyager quelque part en Amérique, probablement du Sud, j'imagine, au vu de l'indice que tu nous as donné tout à l'heure à base de chenilles et de pantalons. Eh bien, c'est très gentil, je te remercie de m'avoir passé la parole. Alors, en effet, comme le disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est une anthropologue que j'ai lue récemment, mais je sais plus qui. On pourrait remplir une encyclopédie entière d'histoire sur l'Amérique. Enfin voilà, ce serait encore, il y aurait encore des choses à raconter. Donc, en fait, moi, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais continuer à parler de l'Amérique et de ce qui s'y passait, parce que c'est un champ d'études qui est vraiment grand. Et du coup, enfin voilà, c'est une intro, j'ai pas du tout préparé, c'est pas du tout mon texte que ce que je suis en train de dire. Donc je vais retomber sur mon texte et on va arrêter l'impro tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler de culture précolombienne à travers un aspect peu commun qui est la sexualité. Et Oh, plus précisément, du contrôle du désir à l'aide de certaines techniques ou substances, que ce soit pour stimuler, amplifier ou au contraire réduire ou annuler ce désir. En ah fait, ce que oui. je vous propose ce soir, c'est que l'on se plonge ensemble dans le monde merveilleux des aphrodisiaques chez les Aztèques et les Incas. Ah oui. Ok. Ah. Et Alors, ah ouais. Précision j'ai... quand même. oui, oui, c'est très précis. Donc ça sort pas de nulle part. En fait, j'ai eu cette idée de chronique en lisant un article du Journal of the History of Sexuality. Et oui, il y a un journal qui s'appelle vraiment comme ça, qui a écrit sur le sujet, un article sur le sujet qui a été écrit en 2000 par un biochimiste médical de l'université de Leiden aux Pays-Bas, et cet homme s'appelle Jan Elferink. Et c'est sur ses travaux que je vais principalement me baser. Donc il faut dire que c'est un sujet très niche, très peu traité, et depuis les années 2000, il existe un nombre extrêmement limité de recherches ou de mentions à ce propos, mais heureusement, Elferink propose une synthèse globale qui permet d'en donner un bon aperçu que je vais essayer de vous retransmettre. Alors l'usage d'aphrodisiaques ou d'anaphrodisiaques, qui sont destinés à inhiber le désir sexuel, se retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde depuis fort longtemps. On en retrouve des traces au Proche-Orient, en Chine, chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou les Arabes, et bien sûr les Amériques n'échappent pas à la règle. Pour les Aztèques et les Incas, ces connaissances nous proviennent principalement des écrits des chroniqueurs espagnols, comme beaucoup de choses au final, qui impliquent un biais culturel nécessaire à prendre en compte. En effet, comme vous le savez probablement, la grande majorité des Espagnols, c'était des fervents catholiques, et ils avaient donc une vision bien précise de la sexualité et des mœurs. Un certain nombre d'informations qu'ils nous ont rapportées se sont donc très probablement heurtées à leur grille de lecture et peut-être perdues à jamais par simple faute de compréhension des gens qu'ils ont rencontrés. Mais ils nous ont aussi donné, parfois sous couvert de morale, des informations qui sont très intéressantes. Et on va ajouter à cela que même à l'époque, il y a un désir de connaissance qui est quasi scientifique, qui s'émancipe parfois du dogme religieux, et du coup on a certains médecins, certains érudits, qui détaillent au maximum l'état des savoirs des peuples rencontrés, afin de les rapporter le plus fidèlement possible. Vu qu'on va parler de sexualité et de tout ce que ça implique, d'ailleurs Marc, si tu veux me censurer, je vais faire des pauses entre chacun de mes paragraphes, donc tu n'hésites pas à couper des fois si tu vois que ça va trop loin. Non, non, mais on parle de tout ici, même de sexualité, même si c'est la première fois. Attends, il faut couper? Je pensais pas qu'on allait parler des topinambas là. Tout se recoupe justement, c'est le cas de le dire. Donc on va d'abord se faire un petit aparté sur les études sur le genre et la sexualité, en anglais les Gender Studies, qui permettent d'apporter un éclairage qui est nécessaire dans les domaines de l'histoire, l'archéologie ou l'anthropologie. Donc le genre, la sexualité, la parenté sont étroitement liés dans la société espagnole du XVIe siècle, et même, on pourra dire, plus largement dans les bases de notre propre culture. On peut caractériser tout ça par un sens de l'honneur familial, en lien avec un système d'héritage, à la religion, à une recherche de la pureté du sang, ce qui aboutit à un strict contrôle de la sexualité des femmes et une prépondérance de la place des hommes. Pour citer l'anthropologue Lynn Stephen, le mariage et les règles d'héritage s'inscrivent dans un système hiérarchique à deux genres qui s'expriment à travers des unions exclusivement monogames et hétérosexuelles. Il n'est donc pas envisageable pour un chroniqueur de l'époque de concevoir d'autres formes de sexualité sans que cela ne s'inscrive dans le cadre d'une transgression. Et pour ne rien faciliter, ces transgressions sont tellement tabous que le vocabulaire utilisé à ce sujet est très pauvre. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, par exemple, le mot sodomie n'a pas le sens précis, je dirais, qu'il a de nos jours, et désigne de manière indéterminée tout acte de pénétration qui s'écarte de la norme en vigueur.
Et ça inclut énormément de choses qu'on ne va pas détailler ici parce que c'est pas le sujet. Mais si vous voulez juste un exemple, sachez qu'en Europe, environ 1 procès sur 10 pour sodomie, qui est quand même beaucoup, concerne des couples de femmes. Ouais, en gros, c'est tout ce qui est pas de la pénétration classique, quoi, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. De fait, vous vous doutez que les coutumes et les pratiques peuvent être bien différentes chez les sociétés en Amérique à la même période, et de nombreux peuples ont été qualifiés de sodomites dans les textes parce que leur sexualité ne correspondait simplement pas au modèle européen. Rien qu'en Amérique centrale, on a une multitude de cultures avec par exemple des mariages polygames, la présence de genres fluides entre féminin et masculin, ou des unions de personnes de même genre. Les concepts même de genre, sexualité et parenté ne sont pas nécessairement liés comme en Europe, et il est impossible donc de calquer une grille de lecture occidentale dessus. Pour Lynn Stephen, d'autres anthropologues, mais aussi les militants de la cause autochtone en Amérique du Nord, il s'agit en fait de décoloniser ces aspects et de dépasser les conceptions qui sont induites par notre propre culture. En fait, tout ça n'a rien d'universel. Parler d'hétérosexualité ou d'homosexualité, par exemple, n'a pas vraiment de sens dans ces contextes qui ne sont tout simplement pas fondés sur le même modèle. Donc d'une manière générale, il faut bien garder ça en tête lorsque des textes rédigés par des Espagnols, ou plus largement des Européens de la période du contact, décrivent des comportements sexuels autochtones, parce que malheureusement en fait, il s'agit de notre seule source. Voilà pour ce petit aparté, et on va revenir à notre article. Si Jan Elferink parle des Aztèques et des Incas, c'est parce que ce sont les deux principales cultures dont on a le plus de textes. Il précise néanmoins qu'un bon nombre de leurs connaissances en termes d'aphrodisiaques est sans doute issu des cultures qui les ont précédées ou avec lesquelles ils étaient en contact. Et bien souvent, en fait, ça va être relié à des systèmes de croyances et de vision du monde qui sont plutôt complexes. Par exemple, chez les Aztèques, la magie est étroitement liée à la religion et toutes les deux jouent un rôle important dans les activités de la vie quotidienne. Pour faire simple, il y a plusieurs dieux en fait dans la cosmogonie aztèque qui sont répartis dans une sorte de hiérarchie et chaque divinité doit être vénérée selon des rituels spécifiques dont les plus impressionnants se font sous forme de cérémonies, de fêtes qui peuvent bien sûr impliquer des sacrifices humains, voire de l'anthropophagie. Et là, je renvoie sur ma chronique sur les Tupinambas si vous voulez en savoir plus sur quelques pratiques anthropophages. Excellente chronique d'ailleurs, s'il en est. Et bien entendu, certaines divinités aztèques sont associées à la sexualité. La religion est également très importante chez les Incas. Les sacrifices humains existent, mais sont beaucoup moins courants que chez les Aztèques. On a un terme aussi particulier qui se retrouve associé aux croyances Incas, qui devrait vous être familier si vous avez suivi ma chronique sur les Mochicas. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il y ait encore Raph lors de cette oui, chronique. c'est vrai que qui l'aura suivi. Et je les coche tous. dans toutes les chroniques de Nico pratiquement sur les Amérindiens. Mais est-ce que c'est un hasard? C'est ça la question. Non, pas. Donc en fait, il y a un mot qui est important, un mot quechua, qui est le mot waka, par lequel on désigne de nos jours, rappelez-vous, les pyramides construites par les Mochicas. Cependant, à l'époque Inca, en fait, il s'agit que d'une infime partie de ce que recouvrait ce mot. Et en fait, dans la culture Inca, tout peut être waka. Ça peut être un lieu, ça peut être une structure naturelle ou artificielle, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Le seul point commun, c'est le lien avec des puissances supérieures et surnaturelles. En fait, tout waka est sacré, possède un pouvoir magique et peut faire aussi parfois l'objet de vénération. Et si on a gardé en fait le lien avec les structures pyramidales Mochica, c'est qu'il faut penser qu'à l'époque Inca, en fait, ces édifices étaient déjà en ruine depuis presque 500 ans et donc faisaient partie de l'environnement. Et du coup, leur origine était forcément en partie surnaturelle, liée aux dieux, à leur magie et à leur faculté de modeler le monde. Et donc le mot waka, même s'il n'a plus son sens premier, renvoie à cette idée. Mais si la magie des dieux est capable de manipuler l'environnement, elle est aussi capable de contrôler la sexualité. Et il existe de nombreux rituels magiques pour susciter l'affection, l'amour ou le désir. Se baser sur les corpus aztèques et incas est également motivé par Elferink par le fait que la sexualité et la morale de ces peuples possèdent des points communs. En fait, c'est important de le souligner parce que, comme dans mon petit aparté précédent, dans d'autres cultures contemporaines, par exemple celle des Caraïbes, les choses peuvent être assez différentes avec une sexualité qui n'est pas forcément liée à un système de parenté et qui n'est pas non plus exclusive à un couple hétérosexuel et monogame. A l'inverse, pour les Aztèques comme pour les Incas, il y a un enjeu qui est central qui est la procréation.
Avoir un enfant, ça rapporte de l'importance et de l'estime pour sa famille, et en fait c'est pas si étonnant, parce que ce sont deux sociétés qui ont une très forte culture militaire, et leurs empires se sont construits par la guerre et la rivalité face aux voisins. Donc avoir des enfants, ça permet de soutenir une large population, et donc de donner plus de soldats pour mener à bien des conquêtes. Pour un couple marié, c'est en général très désastreux de ne pas avoir d'enfants. De plus, l'adultère, c'est sévèrement puni, parce que ça s'oppose à l'honneur de la famille. La prostitution, elle est tolérée, mais elle est mal vue, et les prostituées comme les clients sont globalement méprisés. Et si on a d'autres genres comme ou femmes qui sont mentionnés par exemple dans les codex aztèques, tout écart de comportement genré peut être puni de mort. Donc ça rigole vraiment pas. Et comme point commun, on peut aussi citer le sexe avant le mariage qui est permis, et la possibilité pour les hommes, souvent riches ou puissants, de prendre une concubine. Donc d'une manière générale, les sociétés aztèques et incas peuvent sembler plutôt strictes, et même un peu chastes, presque à l'image de la société espagnole, mais vous allez voir que on va un peu nuancer tout ça. Alors, je vous préviens que je vais prononcer des noms aztèques ou incas dans cette chronique. Ah. Donc il y a des fois où je risque de me On va reprendre les sur écorcher un peu, quoi. Xochiquetzal, la déesse Ah oui, aztèque. Pardon. Non, j'ai dit écorcher en parlant Tu de. feras papier avec les Espagnols. Voilà, c'est ça. En plus, j'avais bien prononcé. Pardon, désolé. Xochiquetzal, je suis trop fier. La déesse aztèque des fleurs et de l'amour vit selon les mythes dans un paradis dans lequel pousse un fruit sacré aux propriétés aphrodisiaques. Il existe également une déesse nommée Tlazolteotl qui est dédiée à la sexualité, à la luxure et au désir. Elle est censée provoquer des comportements liés au désir sexuel, mais elle peut aussi punir les humains en leur apportant des maladies qui vont toucher leurs organes génitaux. On n'a pas vraiment d'équivalent dans le panthéon Inca, bien qu'on ait une déesse pré-Inca nommée Chaupi Amka, qui est associée à la sensualité. Mais du coup, je vous vois venir. Si on a pris soin de vénérer toutes ces déesses, mais qu'on n'obtient pas de désir en retour de l'être convoité, alors comment faire ? Ou pire, si on se retrouve en manque de désir ou de vigueur au moment opportun, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et bien pour ça les amis, il reste justement certaines pratiques magiques ou l'usage des aphrodisiaques fait à partir de plantes ou d'animaux et utilisé pour changer, en secret ou non d'ailleurs, les désirs de votre cible. En fait, j'aurais dû garder cette chronique pour la Saint-Valentin, tiens, je suis en train de penser. Ça fait une chronique très Saint-Valentin. Ouais, mais t'aurais dû attendre le 14 février, ça aurait été long pour toi. Ça aurait été trop long. Donc en nahuatl, la langue des Aztèques, ces préparations s'appellent tetlacuiti, qui signifie quelque chose pour provoquer le désir. Et on doit principalement à Francisco Hernandez, qui est un médecin espagnol, qui a pu se renseigner directement auprès des médecins aztèques la majorité des informations d'ordre médical qui nous sont parvenues à propos de l'usage de pas moins de 1500 plantes et 200 animaux, et ça inclut une bonne partie d'aphrodisiaques. Donc son œuvre sur l'Amérique, elle est considérable. En fait, il est aussi naturaliste, il a répertorié des centaines d'espèces, il a été tellement prolifique, il a tellement écrit qu'au XVIe siècle, il était trop cher d'éditer ses travaux, qui n'ont donc jamais pu être publiés. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la plupart de ses manuscrits ont brûlé dans un incendie au XVIIe siècle, et seule une fraction de ses écrits est connue de nos jours. Et quand je dis une fraction, je vous rappelle que cette fraction comprend quand même 1500 plantes et 200 animaux, donc imaginez un peu la taille de son œuvre complète, et de tout ce qu'on a perdu. Une autre source, c'est le franciscain Bernardino de Sahagún, qui est chargé de retranscrire l'histoire des Aztèques en la recueillant auprès d'eux, et il a consigné en fait dans un ouvrage encyclopédique qu'on appelle le Codex de Florence. Il est de coutume dans la pharmacopée aztèque de nommer les plantes selon leurs propriétés principales, ce qui fait qu'en fait pas mal d'entre elles possèdent le même nom. C'est le cas par exemple de deux plantes appelées Tlaquahuilispatli, qui peut se traduire par médicament pour exciter l'appétit vénal. Et en nahuatl, patli veut dire médicament et se retrouve dans de nombreux aphrodisiaques qui montrent que ces produits étaient aussi utilisés ou considérés comme des médicaments. L'atechli était une sorte de breuvage à base de chocolat auquel était ajouté du maïs et de la vanille et utilisé pour stimuler le désir. Les Aztèques, en fait, ils connaissaient plusieurs types de boissons à base de chocolat, mais seul l'atechli est décrit comme aphrodisiaque. En fait, ça montre que c'est pas le cacao qui possédait de propriétés aphrodisiaques en soi, mais que l'effet était probablement produit par le mélange en lui-même. Et je le souligne parce qu'en fait, à la même période, il était courant pour les Européens de penser que c'est le chocolat qui possédait en fait de telles propriétés.
C'est le cas aussi des cacahuètes, par exemple, dont le nom en langue aztèque est très proche de celui du cacao, et se retrouve aussi dans notre langue. En fait, l'étymologie nahuatl, elle a été conservée. Il y a un type de cacahuète qui est bien considéré comme un aphrodisiaque par les Aztèques, et son excès provoque des effets secondaires indésirables, comme des maux de tête, par exemple. On a aussi le Olquahuitl, qui est un arbre qui fournit notamment la résine pour confectionner les balles utilisées dans les jeux rituels, et dont la même résine possède de nombreuses propriétés, notamment médicinales et aphrodisiaques. On a une autre plante, le Cutiricui, qui est mentionné par Francisco Hernandez, pour à la fois annuler le désir de tromperie et rétablir l'amour chez les couples mariés. Petite précision, en fait, sur les aphrodisiaques, la plupart sont pris par voie orale, comme vous vous en doutez. Il faut juste les ingérer ou les boire, le plus souvent sous forme de boisson. Mais d'autres aussi sont appliqués directement en les frottant sur le corps ou alors sur les organes sexuels. Et un certain nombre d'aphrodisiaques possèdent également des propriétés qui sont psychoactives. Et d'ailleurs, c'est probablement pour les Aztèques le principal effet qui est recherché. Donc ça va être le cas de certains champignons qui sont utilisés en tant qu'hallucinogènes, ou de plantes comme certaines espèces de datura ou de cactus. Et en parlant de plantes avec un double usage, les prostituées aztèques utilisent une herbe odorante qui est appelée poyomatli, qui sert de parfum et dont les effluves possèdent des propriétés aphrodisiaques. Pour ce qui est des ingrédients d'origine animale, Hernandez note leurs effets plus prononcés, plus puissants que ceux d'origine végétale. L'un des plus populaires est fait à partir de Mazacoatl, qui veut littéralement dire serpent-cerf, donc cerf comme le cerf et la biche. Ok. Et c'est une espèce en fait de boa avec 2 protubérances sur la tête. En fait, ça va être ces parties-là du serpent qui vont être utilisées sous forme d'extrait aqueux, qui possèdent de très efficaces propriétés aphrodisiaques, mais qui ont aussi des effets secondaires extrêmement dangereux. Un excès peut facilement entraîner la mort. Et on retrouve dans le Codex de Florence l'élégante phrase suivante qui montre bien que les risques de ces substances sont réels. Je cite: « Celui qui en boit trop érige continuellement son membre viril et éjecte constamment sa semence jusqu'à mourir de lascivité. » Ah oui, quand même. C'est sale comme mort. Ah bah, j'ai mal pour lui. Hein. D'autres extraits à base de serpents sont utilisés dans la production d'aphrodisiaques avec à peu près les mêmes effets et risques aussi en cas de surdosage. On a un autre aphrodisiaque puissant qui est fait à partir de thémoline. Le thémoline, c'est une sorte de large scarabée, possède une grosse protubérance en forme de corne. Et en fait, il faut faire attention parce que cette protubérance est aussi extrêmement toxique et apparemment, il y a de nombreuses personnes qui sont mortes après en avoir consommé. Parmi les autres ingrédients d'origine animale, on a la poudre d'épines de porc-épic et la chair du dos de certains lézards ou crocodiles. Bon, alors on va un petit peu retourner au Pérou. En quechua, on utilise le mot machalou, qui pourrait se traduire par quelque chose pour le membre viril, pour désigner un aphrodisiaque. Il existe moins d'occurrences dans les textes que chez les Aztèques, parce que, en fait, tout simplement, moins de médecins et d'érudits espagnols de l'époque se sont penchés sur le sujet. Le piment, nommé uchu en quechua, est connu pour ses propriétés aphrodisiaques. Et en fait, vous connaissez tous ce piment parce qu'il pousse aussi au Mexique, et d'ailleurs vous connaissez bien son nom en aztèque. Et à votre avis, c'est quoi? Tabasco? Non. Ah, c'est un nom de piment qu'on connaît. Ouais. Harissa? Non. La harissa, c'est Non. maghrébin ou turc. Attends. Il y a un plat à base de viande avec ça. Chili? Ouais, c'est ça. Le chili, c'est un. Ah putain, mais Oui, oui. c'est Pour moi, c'est un l'étymologie. épice, c'est pas un piment, mais ok, d'accord. Ah ouais, c'est assez drôle. Et donc c'était considéré comme un aphrodisiaque chez les Incas, et du coup on Ok. l'appelle le uchu là-bas. Donc on Mais a de toute le... façon, je peux me permettre un aparté sur les piments. Bien sûr. Je crois qu'on. Alors, c'est vraiment juste une hypothèse parce que j'y connais rien du tout. Mais je crois comprendre pourquoi est-ce que les piments sont la plupart du temps considérés comme des aphrodisiaques. C'est-à-dire que le piment a cette vertu de, un peu comme l'alcool, mais sans les effets négatifs de l'alcool, de libérer un peu les esprits parce que tu es plus concentré sur apparemment, ton cerveau lâche prise parce que comme ça brûle, il se met en danger, il n'arrive plus à penser à autre chose et du coup en fait tu lâches plus facilement prise quand tu as mangé du piment que quand t'as pas mangé du piment, je crois. Alors en fait tu me devances complètement parce que ça va être la Ah, merde. conclusion de chronique. Oh merde. Non t'inquiète. Pardon, désolé, merde. Puis on coupera. Hein. Mais c'est bien parce que du coup t'anticipes, parce que Yann Elfering qui est, du coup il est biochimiste médical, il est spécialisé dans tout ce qui est Ok. drogue. Ah putain, tu vas pouvoir ajouter un truc vraiment scientifique à tout ça parce que moi c'était juste une idée que Alors j'avais dans non, ma tête. Mais... attends, je vais simplifier à mort, mais en gros c'est ça. C'est à peu près ça. Ok. C'est rigolo.
Et donc du coup, ce piment, donc le chili ou l'uchu, le jésuite et naturaliste José de Acosta rapporte qu'il est très populaire surtout parmi les jeunes hommes, mais qu'il possède aussi des effets néfastes sur la santé et surtout la spiritualité, justement à cause de son effet sur le désir sexuel qui est assez incompatible avec la morale catholique. Barnabé Cobo, un autre naturaliste jésuite, parle des effets d'une plante appelée penkakouk. Sous sa forme mâle, manger ses racines provoque une forte sensation de luxure, et consommer ses racines sous sa forme femelle produit l'exact effet inverse et coupe immédiatement tout désir. Donc on dirait un peu un truc de fantaisie. Ouais, carrément, ouais. Et pour Jan Elferink, vu la ressemblance biochimique entre les formes mâles et femelles d'une même espèce de plante, en fait il y a de grandes chances que ces effets qui sont attribués soient d'ordre purement psychologique. Diverses plantes sont utilisées par les Incas pour accroître la production de semences masculines. L'une des plus réputées, par exemple, se retrouve être le fruit d'une espèce de mimosa. Et au niveau animal, on se rapproche un peu du modèle aztèque, avec des aphrodisiaques aux effets plus puissants, mais aussi des risques plus dangereux. La consommation d'un oiseau nommé le yanta yanta, un oiseau avec une crête, est considéré comme un puissant stimulant sexuel qui peut aussi être très toxique. Et d'ailleurs, il est utilisé notamment lors d'assassinats pour provoquer des morts lentes et douloureuses. Le moussoulou est une sorte de petit ver ou chenille qui vit dans des arbres et qui est sûrement la forme larvaire d'un papillon. Et appliqué sur un organe sexuel, il est censé provoquer l'érection. Mais il est aussi très urticant et provoque également des cloques au contact de la peau, qui devait être très très embêtant et pas très beau à voir lorsqu'on devait s'en servir. Non, c'est sûr. Une autre larve d'insecte, appelée chiche ou chichi, est utilisée à la fois en médecine et en aphrodisiaque parce qu'elle produit un effet sur la libido. C'est quelque chose qui est très populaire en condiments et qui est très présent dans la cuisine inca. Et en fait, c'est le fait d'en consommer en grande quantité qui apporte des effets, surtout chez les hommes. On retrouve également l'usage de la poudre d'épines de porc-épic, mélangée à de l'eau et bu en boisson, bien qu'il puisse y avoir une confusion avec le Mexique chez les chroniqueurs de l'époque, et du coup on n'est pas certain que ce soit en usage au Pérou. Mais chez les Incas, les aphrodisiaques en fait n'ont qu'un rôle secondaire par rapport à une autre pratique qui est d'importance majeure, qui est la magie. Et en fait, lorsque quelqu'un cherche à provoquer un sentiment d'amour chez une autre personne, qui ne semble pas réceptive, en fait, on peut consulter un certain type de sorciers. En fait, ces sorciers sont tolérés dans la société Inca, et ils sont sollicités de manière générale un peu pour avoir du succès dans la vie. Ils peuvent aussi fournir certains objets, appelés des wakanki, qui sont faits en fait pour attirer à soi l'amour de la personne désirée. Et d'ailleurs, l'étymologie vient du mot waka et signifie littéralement waka du désir. Ils peuvent être de formes variées, le plus souvent ça inclut des plumes d'oiseaux. A l'inverse, il existe aussi des anaphrodisiaques, donc pour inhiber le désir, pour empêcher le désir sexuel. Et en période de guerre, les soldats incas consomment par exemple de l'isania, qui est de la capucine tubéreuse, qui leur permet de ne pas penser à leurs épouses et de se concentrer sur le combat et non leur désir charnel le temps de la campagne. Ah. Et en infusion, d'autres... Ouais, c'est plutôt malin. Et en infusion, d'autres plantes aux propriétés médicinales ont des effets aphrodisiaques, donc plus en effet un peu secondaires. C'est le cas de certains remèdes pour soigner la goutte, les maux d'estomac ou les infections urinaires. Au Mexique, c'est la viande d'Oslo qui est considérée comme anaphrodisiaque et qui est consommée par les veufs ou les veuves pour les accompagner en fait dans leur deuil. L'oslo, c'est bien un espèce de félin, on est d'accord, hein? Ouais, ça ressemble à un petit chat, c'est très C'est un très petit mignon. chat, ouais. C'est assez mignon, je me souviens. Googler Oslo, c'est très triste de savoir qu'on peut le C'était manger. mangé. Les pauvres. Mais les anaphrodisiaques ou même les aphrodisiaques peuvent aussi servir dans des pratiques malveillantes ou criminelles. Chez les Aztèques, si vous arrivez à donner en secret ou à déposer chez un homme la crête d'un oiseau mâle, il sera incapable d'atteindre l'érection. Donc ok, ça ressemble un peu à de la sorcellerie et ça reste gentillé, mais ça peut aller parfois beaucoup plus loin. En fait, l'administration d'une substance aphrodisiaque en secret permet de facilement empoisonner quelqu'un à mort en échappant à toute poursuite. On l'a vu par exemple avec le yanta yanta, l'oiseau inca. En fait, c'est juste le crime parfait. Surtout que l'assassinat, que ce soit chez les Aztèques ou les Incas, c'est puni de mort. Donc repensez aussi aux extraits de serpents Mazacoatl. Il suffit simplement d'un surdosage pour provoquer une longue et douloureuse stimulation sexuelle qui entraîne la mort. Et du coup, ça va devenir un poison qui est très prisé. En plus de son efficacité, il permet de savourer la mort lente et atroce de sa cible. Donc imaginez un peu la satisfaction que ça pouvait procurer, surtout si l'on détestait sa victime.
Il est même venu à un moment où les prostituées étaient craintes pour leur connaissance des aphrodisiaques et l'usage qu'elles pouvaient en faire. Et on retrouve par exemple dans le Codex de Florence le conseil d'un père aristocrate à son fils qui est sur le point de se marier. Il le met en garde contre certaines mauvaises femmes, des femmes qui ajoutent souvent des substances dans les repas ou les boissons des hommes pour provoquer des désirs sexuels et copuler avec eux jusqu'à la mort. Et donc par sécurité, il recommande de toujours se méfier et de s'assurer que la personne ait consommé ou bu ce qu'elle propose, et d'une manière générale de rester loin des prostituées lorsqu'on est noble. Et du coup moi ça me rappelle un peu la situation dans Dune, où l'aristocratie vit constamment dans un état de suspicion et le risque permanent de se faire empoisonner à tout moment ou assassiner. Donc ça devait être... franchement, ça doit être génial comme vie, ouais. Ouais, j'aimerais bien une œuvre de fiction sur genre qui se passe chez les Aztèques, ça doit être assez intéressant. Donc au final, on voit que l'usage d'aphrodisiaques est quelque chose de courant, que ce soit chez les Aztèques ou les Incas, qui possèdent de solides connaissances sur le sujet. Donc ils sont pris pour stimuler ou diminuer la libido, être capables d'avoir des rapports sexuels, voire même utilisés dans l'intimité pour obtenir plus de sensations. Et les problèmes d'impuissance sont en effet un souci majeur pour des sociétés dans lesquelles avoir un enfant, c'est une source de prestige pour la famille. Selon Jan Elferink, en fait, c'est pas un hasard que de telles cultures aient développé de si grandes connaissances sur les aphrodisiaques, qui servent après tout l'objectif final des sociétés aztèques et incas, à savoir produire le plus d'enfants possible. Et du coup, en fait, ça correspond à l'acceptation générale de la consommation de ces produits qui ne paraissent ni cachés ni tabous au sein de la société. Le lien qui semble exister entre aphrodisiaque et médecine va aussi dans ce sens, où le manque de libido ou l'impuissance peut être perçu comme une maladie qu'il faudrait soigner afin de pouvoir enfanter. Et ça on le retrouve notamment dans le nom des produits. Et d'une manière générale, ça donne une importance à la sexualité qui dépasse amplement un cadre religieux ou spirituel pour arriver en fait dans le domaine médical et sociétal, chose qui en comparaison n'est pas le cas dans les sociétés européennes à la même période. Donc je précise quand même qu'il est difficile de juger réellement de l'efficacité des aphrodisiaques en l'absence de recherches réelles plus poussées sur le sujet. Là c'est vraiment à partir des textes. Pour Elferink, le seul effet dont on est à peu près certain de tout ce que je vous ai dit, c'est leur efficacité dans les pratiques criminelles lorsque le surdosage entraîne la mort. Pour le reste, on peut supposer un fort effet de suggestion à mettre en lien avec des pratiques magiques. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que de nombreux produits issus du continent américain sont utilisés en Europe comme aphrodisiaques au XVIe siècle, alors même qu'ils ne sont pas considérés de cette manière en Amérique. Donc c'est par exemple le cas de la coca, tabac, du chocolat, mais aussi de la tomate et de la pomme de terre. À l'époque, en fait, où ces produits étaient... Tout ce qui vient de là-bas, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Une bonne réputation, quoi. En fait, c'est juste parce que c'était exotique et c'était pas courant, en fait, de consommer ça. Ouais. J'ai d'ailleurs, vécu ce qui assez longtemps pour qu'on me dise que les patates, C'est aphrodisiaque, ouais. On va en manger plein maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ces produits entrent dans le régime alimentaire et la cuisine européenne, la cuisine courante, en fait, cet effet, on cesse juste d'en parler, plus d'effet aphrodisiaque. Et c'est assez drôle parce que je trouve qu'on retrouve un peu ce type de croyance qui est répandu de nos jours. On le voit par exemple dans la cuisine asiatique, qui peut paraître un peu encore exotique en Europe, où il y a pas mal d'aliments qu'on consomme peu, voire pas trop dans la vie quotidienne. Et je sais pas, enfin, j'imagine que ça vous est arrivé, mais au resto, il y a toujours, tu sais, quelqu'un qui va dire que tel ou tel aliment est aphrodisiaque, comme, gingembre. Le gingembre, ouais, c'est ça, je pensais au gingembre notamment. Souvent on dit oui, c'est aphrodisiaque et tout. C'est ça. Moi j'en mange plein du gingembre, ça me fait rien du tout. Hein, Mais lorsque ça arrive, du coup, je vous donne un super conseil. N'hésitez pas à rappeler à cette personne que ses ancêtres, il y a 500 ans, ont peut-être mangé des tomates ou des patates en s'imaginant exactement la même chose. Génial. Le lien entre aphrodisiaque et hallucinogène ne se retrouve pas aussi qu'en Amérique. En Europe, on a des plantes qui ont des effets similaires, comme la mandragore ou la jusquiame, qui sont toutes les deux associées à la sorcellerie. Et d'ailleurs, je n'ai pas écouté, je crois que c'est pas encore sorti, mais je crois qu'il y a une chronique sur la mandragore faite par Manon. Tout à fait, et sache d'ailleurs qu'elle sort lundi, donc tu pourras l'écouter dès lundi, l'épisode 19 de la saison 3. Parfait, tout est lié. Oui. Et pour des références plus récentes, on peut aussi citer le cannabis, la cocaïne, l'opium, la nicotine, le LSD, en fait la plupart des drogues qui sont aussi censées avoir des propriétés aphrodisiaques. Mais si ces effets sur des psychotropes peuvent être mis en question, Jan Elferink rappelle qu'il existe quand même un lien indirect
En fait, en désinhibant un peu les contraintes sociales liées à la sexualité dans le cerveau, via la dopamine et la sérotonine, qui agissent sur les neurotransmetteurs. Donc du coup, c'est davantage cette action qui peut avoir un effet sur la libido, plutôt que les substances en elles-mêmes. Et on en revient un peu au chili et au piment. Et voilà pour nos astuces du jour. Donc moralité, évitez la drogue, privilégiez les tomates et le chocolat, faites très attention si vous allez voir des prostituées aztèques, et surtout évitez de vous frotter le pénis avec des chenilles. Oui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de futurs voyages en Amérique précolombienne. Ouais, bah merci. Bien joué. Ouais. C'est toujours, bah, c'est très exotique, quoi, en fait, finalement. Ah oui. Hein. C'est ça le mot, c'est-à-dire, ah là là, se surtout frotter que le pénis contre une chenille, tout ça, c'est. Même si tu connais 2-3 choses, l'Amérique du Sud, ça a jamais été quelque chose de très commun à Ah non, parler. pas du Donc tout. du coup, Ben, c'est une découverte Et puis de chaque c'est épisode. pas des choses qui sont restées dans le temps parce que bah, malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. Donc tu vois, contrairement aux cultures asiatiques où elles existent toujours aujourd'hui, elles sont certes beaucoup mixées avec les cultures occidentales, surtout pour le Japon notamment, mais c'est toujours plus ou moins présent de nos jours, alors que les cultures précolombiennes, bah, par définition, Eh oui, il n'y a plus rien, quoi. tout à fait. Donc ça renforce l'exotisme de la chose. Et C'est bien malheureux d'ailleurs. lié à des croyances un peu étranges, hein, comme les tomates ou les patates. Je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué à la lecture de cet article. Ça c'est vraiment vraiment très Il y a drôle. il y a une époque où il y a vraiment des gens qui disaient: «Ah putain, je vais passer une super soirée». Je me suis fait un petit hachis là, C'est chichi ça. parmentier, super. En plus, il n'y a rien de plus lourd qu'une patate, quoi. T'imagines après une raclette, Ouais, c'est c'est incroyable. n'importe quoi. Je crois que je le savais pour le chocolat, quelqu'un m'avait dit que c'était beaucoup consommé à la cour notamment parce qu'il pensait que c'était aphrodisiaque. Tout à fait. C'est encore une croyance qui est Je crois que alors ça tient encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ouais. c'est ça, en fait, j'avais tapé juste par curiosité «aliment aphrodisiaque», genre j'étais tombé sur un top 10 sur une sorte de blog féminin et il y avait le chocolat dedans et du coup ça m'a fait rire parce que c'est débunké par les Aztèques depuis le XVIe siècle. La phrase est folle. La phrase est incroyable, moi j'adore. Bah écoute, merci beaucoup Nico pour à nouveau ce petit voyage en Amérique précolombienne. C'est vrai que bah, c'est toujours inattendu, c'est toujours sympa, c'est toujours chouette. Et Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.